Allez, à moi de vous expliquer un certain nombre de choses. On ne va pas rentrer dans les détails des chirurgies, des choses comme ça, en tout cas aujourd'hui. On y reviendra peut-être plus tard. Mais plus vous expliquer aujourd'hui, parce que c'est la consultation la plus importante, la maladie dont vous souffrez, qui s'appelle l'obésité, de ce qu'on en connaît, parce que les choses, elles ont vraiment beaucoup évolué en assez peu de temps dernièrement, et donc de ce qu'on va mettre en place pour vous aider. Déjà, vous avez bien entendu le mot maladie. J'insiste parce que l'obésité est une maladie, comme le diabète, le cancer, l'hypertension, je ne sais quoi. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne choisit pas sa maladie. Si on devait en choisir une, ça serait aucune, globalement. D'accord ? Je vous dis ça et j'insiste dessus parce qu'en France, on a beaucoup de retard à l'allumage. On a tous tendance à penser dans notre société que on mange trop, on se laisse aller, on ne fait pas d'efforts, c'est de la malbouffe et ainsi de suite, qu'il suffit de manger moins et courir plus pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et à ce titre, malheureusement, on considère, à tort, que ce n'est pas une maladie, et c'en est une. Le paradoxe, c'est que c'est une maladie qui touche de plus en plus de monde, en France, mais partout dans le monde. Et que vous entendrez à longueur de temps les gens qui vont vous parler des problèmes de poids, de l'obésité. C'est très médiatisé. On peut lire, on peut entendre sur Internet, à la radio, à la télé, dans les magazines non-stop, des gens qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, le truc qu'on a entendu, le truc qui marche, le voisin, le copain, la copine, et ainsi de suite. Le paradoxe étant que beaucoup de gens en parlent et très peu de gens savent comment ça fonctionne. Très peu de gens savent comment ça fonctionne, y compris au sein de pas mal de médecins, y compris au sein de quelques diététiciennes, et ainsi de suite. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que la compréhension de cette maladie, on commence à dépatouiller un petit peu depuis assez peu de temps. On est beaucoup plus en retard de comprendre les mécanismes qui font l'obésité que ceux du cancer, pour vous donner un ordre d'idée en termes de recherche fondamentale. D'accord? C'est très décalé. Et pourtant, les problèmes de poids, on les voit tous les jours. Donc c'est extrêmement décalé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste là-dessus pour vous expliquer un certain nombre de choses de ce qu'on connaît et sur lesquelles vous pourrez vous appuyer et pour comprendre ensuite les traitements et tout ce qu'on mettra en place pour vous aider dans ce sens-là. D'accord? Pour faire simple et comprendre un petit peu les choses, je caricature à peine. L'obésité est une maladie environnementale. Il faut juste se replacer au tout début de l'humanité, les premiers êtres humains qui étaient sur cette planète, qui ne vivaient pas comme nous, mais qui survivaient globalement et à l'état animal, et dont la seule préoccupation était de trouver leur alimentation pour survivre. Et bien, on a survécu à cette époque-là que les individus ont eu la chance, dans la loterie des gènes, d'avoir des gènes qui font qu'ils ont été programmés pour pouvoir stocker le peu qu'ils mangeaient. Et ceux-là ont survécu alors que les autres sont morts de faim, de maladie, ou n'ont pas pu se reproduire. C'est ce qu'on appelle la pression de sélection de la nature, et ça c'est un phénomène qui est valable pour tout être vivant sur cette planète, autant végétal qu'animal, et on n'y coupe pas. Nous avons sélectionné depuis la nuit des temps, dans l'espèce humaine, ces gènes qui font que nous sommes faits pour stocker, en prévision des lendemains difficiles. Et vous voyez, je vais en venir. C'est qu'en 2019 en France, et tant mieux, les lendemains difficiles au niveau alimentaire, on ne connaît plus trop. D'accord? Et c'est bien ça dont il s'agit. C'est que nous avons modifié notre équilibre et notre environnement énergétique sans même nous en rendre compte depuis plusieurs décennies. L'équilibre et l'environnement énergétique, c'est un grand mot pour vous dire les apports, l'alimentation et puis les dépenses. On a modifié dans un premier temps en termes quantitatifs nos apports. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous ne vous dites pas « Mon Dieu, est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» C'est une évidence depuis que vous êtes né. On mange le matin, le midi, le soir, la nuit, on ouvre le frigo, on commande, on va au resto. Bref, l'accès à l'alimentation n'est pas une préoccupation dans notre génération. Alors que si vous demandez aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, eux, ils vont vous dire qu'ils mangeaient ce qu'il y avait, comme ils pouvaient. On ne choisissait pas, on n'était pas comme nous. Donc vous ne vous dites pas, vous, est-ce que je vais manger aujourd'hui, mon Dieu? Vous vous dites de temps en temps, tiens, qu'est-ce que je vais manger? L'épisode d'après, c'est qu'est-ce que je vais éviter de manger? Vous voyez à quel point ça s'est décalé dans les problématiques et en très peu de temps. En fait. On a également modifié en termes qualitatifs notre alimentation. Ça, c'est l'industrialisation de l'agroalimentaire qui fait que, quoi qu'on consomme actuellement, tout est transformé en amont. Et c'est trop riche, trop sucré, trop gras, trop salé. Et quand vous étiez petite, ou même avant,
eh ben, on achetait au supermarché sans regarder ce qu'il y avait dedans, on ne savait pas, on prenait les marques. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire là actuellement, puisqu'on a des étiquetages, donc les gens regardent de plus en plus la composition des aliments, etc. Il y a des Nutri-Score, des choses comme ça, donc c'est en train tout doucement d'avancer. Mais pour autant, ça pèse lourd dans la balance, globalement. Quand maintenant vous regardez sur le secteur des dépenses énergétiques, là, je vous préviens, on va nager dans les banalités. Oui, on est de plus en plus sédentaire. C'est pas nouveau, mais ça ne va pas en s'améliorant du tout. Et puis, les portables, les écrans, quels qu'ils soient, les tablettes, les télés, les jeux vidéo, tout ça contribue à notre sédentarisation. Vous ne faites même plus vos courses en vous déplaçant, vous les commandez directement et on vous les livre à domicile. Là où ça a un énorme impact, parce que ça ne fait que 12 ans que ça existe, hein, ça fait assez peu de temps, on a du mal à imaginer tellement ça a pris de la place dans nos vies. Là où ça a vraiment un impact, c'est essentiellement les enfants actuellement, les petits-enfants, qui sont devenus accros à l'âge de 2 ans, ils savent scroller sur YouTube, etc. C'est pas notre génération, vous êtes intermédiaire, mais globalement, c'est pas ça qui a impacté le plus, en tout cas dans votre enfance. Il faut surtout bien comparer à ce à quoi notre corps est fait. Notre corps est fait pour interagir avec un environnement. Si on est adapté, tout va bien, si on n'est plus adapté, tout va mal. C'est comme ça que les dinosaures ont disparu de la planète les jours où ils n'étaient plus adaptés. Les modifications de température, globalement. Eh bien, il faut bien imaginer qu'un homme, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, un homme marchait à peu près 14 à 16 heures par jour pour trouver son alimentation et survivre. 14 à 16 heures par jour, ça fait 40 à 50 km à pied, tous les jours. Je ne sais pas pour vous, moi je n'ai jamais fait. Et ça nous paraît fou, tellement c'est éloigné de notre quotidien. Et pourtant, toute l'humanité, depuis la nuit des temps, a vécu comme ça jusqu'à il y a peu. Sinon, on ne serait pas là tous les trois pour discuter aujourd'hui. D'accord ? Et c'est bien ça dont il s'agit, c'est que actuellement, les dépenses énergétiques que nous avons n'ont rien à voir avec ce qu'elles devraient être dans la façon dont fonctionne notre corps. Vous ne déplacez plus à pied, vous avez des bus, les métros, les voitures, les cars, les avions, les trottinettes, tout ce que vous voulez. Vous ne prenez même plus les escaliers, vous avez les escalators et les ascenseurs. C'est bien ça dont il s'agit. En hiver, quand il pleut, il fait froid, vous êtes vêtu, vous êtes chauffé, vous avez un toit sur la tête. Vous n'êtes pas en train de grelotter de froid et de consommer énormément d'énergie pour vous réchauffer, pour survivre. Je ne vous parle pas de confort, je parle de survie. D'accord ? En été, pendant les canicules, vous êtes climatisé, brumisé, vous avez accès aux boissons fraîches. Vous n'êtes pas en train de consommer énormément d'énergie également pour vous refroidir. J'insiste là-dessus, c'est que nous sommes faits, les êtres humains sont faits pour globalement vivre avec très peu d'entrées et beaucoup de sorties. Or, nous avons induit, nous avons modifié tout ça pour notre confort, et ça c'est le côté positif, mais nous avons induit beaucoup d'entrées et très peu de sorties. Ce changement radical de notre balance énergétique que nous avons inversé est une des explications médicales et scientifiques à l'explosion, la pandémie qu'on a d'obésité dans le monde. Quelles que soient nos origines, quels que soient nos pays, toute l'humanité entière est en train de prendre du poids. Parce que nous avons d'abord des styles de vie qui se mondialisent et qui sont assez similaires maintenant d'un continent à l'autre, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies. Ça, c'est fondamental à comprendre. Je trouve le pays qui vraiment illustre le mieux mes propos, c'est la Chine. En Chine, il y a 30 ans, il y avait assez peu d'obésité, quasiment pas. Aux États-Unis, il y avait déjà 30% de la population qui était touchée par l'obésité. La Chine, depuis qu'ils ont basculé dans un système à l'occidental, avec ses avantages et ses inconvénients, et similaires aux nôtres, est en train d'exploser en termes d'obésité infantile. En train d'exploser en 25 ans de temps. Et ce n'est pas ni une maladie, comme ça, qui leur est tombée dessus, ni les gènes. C'est leur style de vie, leur mode de vie. Ça, c'est très important parce que ça a coupé court à un certain nombre d'idées qu'on pouvait avoir avant en se disant, tiens, est-ce qu'il y a des gènes qui favorisent l'obésité ou est-ce qu'il y a des gènes qui protègent de l'obésité, ainsi de suite. Et que globalement, je généralise un peu parce qu'il y a quelques petites exceptions, mais que globalement, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et qu'un Chinois qui vous laissait un petit bol de riz comme jadis reste un petit Chinois, alors que si vous lui donnez
un hamburger, du coca, il regarde la télé, mais il devient comme un Américain, comme à l'époque. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a un certain nombre de retentissements qui en découlent. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de chose qui protège ou qui amène à l'obésité. Alors là où je nuance un petit peu, c'est que je vous ai posé des questions sur la famille et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est issu d'une famille où il y a des problèmes de poids, eh ben on est plus à risque soi-même d'avoir des problèmes de poids en fait assez tôt, globalement. Alors que quand vous êtes issu d'une famille où il n'y a aucun problème de poids, ça ne veut pas du tout dire que vous n'en aurez pas. Mais ça va résister un petit peu plus longtemps. Je m'explique, il ne suffit pas d'avoir des gènes, comme je vous le disais tout à l'heure, pour que les choses arrivent. On peut avoir des gènes, mais ils s'expriment ou ils ne s'expriment pas. C'est pour ça qu'il peut y avoir des maladies génétiques qui peuvent sauter une génération. On peut transmettre à ses enfants, nos parents et nos enfants l'ont, nous pas, par exemple. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Nous avons tous les gènes pour avoir 2 yeux et une bouche. On est bien d'accord. Vous voyez qu'il y a des grands, il y a des petits, il y a des bruns, il y a des blonds, il y a des peaux noires, il y a des peaux blanches, il y a toute une diversité dans l'expression des gènes de l'humanité. Et c'est ce qui fait la force, d'ailleurs, de l'espèce humaine. Et bien là, c'est pareil pour les gènes du métabolisme. Vous avez des gens qui ont une capacité, on va dire, pour faire simple, de stocker plus importante que d'autres. Et donc sont plus à risque d'avoir des problèmes de poids assez tôt, ainsi de suite, à environnement, type de vie égal, je dirais. Ok? Maintenant, pourquoi c'est une maladie compliquée, l'obésité? C'est une maladie hyper compliquée parce que c'est une maladie où on doit se battre contre soi-même, son propre corps. Une chose pas évidente. Et non seulement on doit se battre contre son propre corps, mais son propre corps qui, lui, fonctionne quasiment normalement. Puisqu'on est fait pour stocker au départ, tant qu'on a les moyens de stocker et qu'on n'a plus ces épisodes de déstockage, de famine, de choses comme ça, qui pouvaient ramener un peu les compteurs à zéro, et comme nous n'avons pas sélectionné entre guillemets l'option déstockage au niveau des gènes parce qu'on n'en a jamais eu besoin jusque-là, on mourrait plus de faim que de trop de nourriture, c'était ça, et bien nous sommes faits globalement pour prendre du poids. Inéluctablement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire naturelle de quelqu'un qui souffre d'obésité, si on ne l'aide pas, va être constamment de continuer à prendre du poids. Si vous regardez tout au long de sa vie. Maintenant, si vous zoomez, alors vous êtes jeune, c'est difficile que vous puissiez projeter, mais si vous zoomez sur des épisodes d'1 ou 2 ans dans une vie, vous allez vous rendre compte que le poids, il oscille, en permanence. Mais l'oscillation, elle se fait vers le haut. C'est ça qu'on appelle le yo-yo ascendant pendulal, et qui peut être aggravé par des périodes de régime, des choses comme ça, ou le fait qu'avoir des rebonds encore plus importants. Ça, c'est fondamental à comprendre. Deuxièmement, même si ça ne fait pas plaisir à entendre pour une jeune femme comme vous, mais il faut l'entendre, c'est une maladie qu'on a de facto, entre guillemets, à vie. Parce qu'on ne sait pas modifier les gènes. Je ne sais pas si c'est souhaitable, en tout cas, ça va le faire. Puis on ne va pas vous demander de vivre à l'âge de quelle heure. Même si on le voulait, d'ailleurs, ça ne serait pas possible, actuellement. Donc c'est tout l'enjeu de ce qu'on va essayer de mettre en place, et c'est ça qu'il faut comprendre, ça va être de trouver votre équilibre, votre centre de gravité entre 3 axes. Le premier, vos problèmes de santé, vos problèmes de poids. Le deuxième, votre style et votre rythme de vie. Et vous voyez que ça devient déjà un peu plus compliqué parce que votre style de vie, c'est pas le mien, c'est pas le vôtre, et ainsi de suite. Donc il faut qu'on ait accès à ces données, d'accord ? Et le troisième point, c'est votre confort de vie. Là aussi, c'est une notion qui est très différente d'une personne à l'autre. Tant qu'on n'aura pas trouvé l'équilibre entre ces 3 points, vous pouvez être sûr que votre poids va continuer à osciller. Et toujours vers le haut. Ça, c'est fondamental à comprendre. Maintenant, je vous ai dressé un portrait, je dirais large, de tout ça, un peu dans les généralités. Pourquoi la maladie en elle-même, elle est compliquée ? Elle est compliquée à plus d'un titre, et en premier lieu, un peu à cause de notre société. On a une société qui vous met dans la tête, depuis que vous êtes toute petite, mais comme nous tous, que globalement les problèmes de poids se résument à 2 choses, ce qu'on mange et ce qu'on court. Et que si on mange moins et qu'on court plus, il n'y a plus de problème de poids. Si ça marchait, ça se saurait. Depuis fort longtemps, et à travers tous les pays, et ainsi de suite.
Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on vous met ça dans la tête, de façon totalement subliminale, hein, de façon inconsciente, ce qui fait qu'on vous fait porter la responsabilité, globalement, de votre propre maladie. Autrement dit, si vous souffrez toujours d'obésité ou de problème de poids, bah c'est parce que vous mangez toujours trop et que vous ne courez pas assez. Et que vous ne faites donc pas ce qui est nécessaire pour arriver à aller mieux. Vous n'avez pas cette volonté, vous vous laissez aller, vous ne faites pas ce qui est nécessaire, et que globalement, il y en a même qui en arrivent à penser que bah, vous êtes responsable de ça, et que voilà. Donc débrouillez-vous avec ça. Ça, c'est absolument abominable. Absolument abominable, ce qui se passe en tout cas dans notre société. Ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés, mais dans les sociétés occidentales. Parce que c'est extrêmement auto-culpabilisant. C'est-à-dire qu'en permanence, on arrive à se mettre des coups de fouet en disant bah, « j'en suis là, c'est de ma faute, je suis nul, j'y arrive pas, j'y arriverai pas, et puis c'est pas la peine ». Et ça vous met tellement de coups, si vous voulez, dans les jambes, c'est qu'au bout d'un moment, on baisse les bras, on abandonne, parce qu'on a l'impression que c'est pas la peine, quoi. Et ça finit par vous tirer vraiment au fond du gouffre. Ça qui est assez terrible dans cette maladie, c'est qu'elle est désespérante, à un certain point. Le paradoxe, c'est qu'en plus, c'est complètement faux. C'est que s'il suffisait juste de manger moins et de courir plus, pour que les choses rentrent dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, bah ça se saurait. Notre vision d'un point de vue scientifique et médical maintenant est bien claire là-dessus. C'est bien plus complexe que ça. Bien plus complexe que ça. Et même si on n'est pas expert de la chose, ou si on ne connaît pas très bien tout ça, il suffit un peu de prendre du recul et avoir du bon sens. Quand vous avez des millions d'individus qui souffrent de la même maladie, de l'obésité, partout à travers le monde, quels que soient les continents, quel que soit leur pays, leur religion, leur style d'éducation, leur rythme de vie et les habitudes, et ainsi de suite, et que ces millions de gens souffrent de la même maladie, et qu'on leur dit « mangez moins, courir plus », et que ces millions d'individus se plantent, n'y arrivent pas, à chaque fois, au point que quand, de temps en temps, il y en a un qui arrive tout seul à s'en sortir, entre guillemets, on en fait quasiment une star. C'est un peu la même ordre de choses que, est-ce que tout le monde est Steve Jobs? Non. Il y en a un, mais le Steve Jobs, c'est pas tout le monde, et on peut pas, c'est ça le problème, on ne peut pas généraliser à tout le monde. Et c'est bien ce qui se passe, c'est que quand vous avez des millions d'individus qui viennent d'horizons différents, souffrent de la même maladie et utilisent, entre guillemets, les mêmes principes pour essayer de s'en sortir, et que ces millions d'individus se cassent la figure, ne s'en sortent pas, avec à chaque fois des rechutes, des abandons, on n'y arrive pas, des craquages, comme on appelle, enfin des choses comme ça. Vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous dites, ces millions d'individus ont tort, ils n'ont qu'à continuer, il faut bouger, ainsi de suite. Personnellement, quand vous êtes seul face à des millions d'individus en face de vous, il faut se méfier statistiquement, l'erreur vient probablement de vous. Soit en fait, tout simplement, vous pouvez en arriver à la conclusion que bah, ça ne marche pas, que simplement manger moins et courir plus, ça ne marche pas. C'est un peu le même concept que vous prenez une porte dans la figure. Vous devez passer, vous prenez une porte dans la figure. Bon, vous dites, c'est pas de bol. On va essayer d'y retourner. On s'apprend 2 ou 3 fois dans la figure. On peut appeler ça de la persévérance. Quand vous prenez 100 fois la même porte dans la figure, à un moment, il faut arrêter. Vous êtes d'accord? Et c'est bien ce qui se produit depuis un certain nombre d'années. C'est que, le corps médical, le corps soignant, je dirais, dans sa globalité, a une responsabilité indirectement et de façon involontaire, en fait, par manque de compréhension de la maladie, et ainsi de suite. Mais on a mis les gens, depuis des décennies, sur des voies avec un mur au bout. Un échec programmé, entre guillemets. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que les gens arrivent, et moi c'est mon quotidien, en ayant vu, en ayant testé plein de trucs, arrivent en disant « j'en peux plus, je fais un secours ». Voilà. Et on est prêt à tout essayer, hein, dans les dernières méthodes, voilà. Tellement on n'en peut plus. C'est pour ça que, d'un point de vue marketing, les régimes, etc., fleurissent en été. Alors on change le nom, on fait du cétogène, du jeûne intermittent, du hyperprotéiné, tout ce que vous voulez. On n'appelle plus ça régime, on appelle ça rééquilibrage alimentaire, ça fait moins peur aux gens parce que ça commence à se savoir, ce genre de choses. Et voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et ça, c'est important.
avoir comme notion. La maladie, en elle-même, elle est complexe parce qu'il n'y a pas un ou deux facteurs qui sont à son origine. Je ne dis pas que l'aspect diététique et l'aspect activité physique ne sont pas importants. Ils sont extrêmement importants. Je dis que simplement, ils ne sont pas seuls. Et que si on ne s'attache pas à comprendre et à régler un certain nombre de facteurs, on pourrait toujours lutter, on n'y arrivera pas. On se retrouve à nouveau dans les mêmes schémas, on se retrouve en échec à la fin. Vous avez des facteurs psychologiques. On peut être stressé, déprimé ou s'ennuyer. On se reporte sur l'alimentation. C'est une des caractéristiques de l'humanité. On n'a pas ça chez les autres animaux, nous oui. Ne pas s'y intéresser, ne pas faire attention à ça, c'est ne pas soigner les gens. Ça revient à ça. Vous pouvez avoir des facteurs hormonaux. Pour vous, mesdames, c'est-à-dire que les femmes, entre la puberté, les grossesses, la ménopause, voire pour certaines la prise d'une contraception, d'un traitement hormonal substitutif, les variations hormonales sont telles chez les femmes, sont souvent des portes d'entrée dans les problèmes de poids, et puis après, une espèce de cercle vicieux. Vous pouvez avoir des facteurs endocriniens, avec des dérèglements au niveau de la thyroïde, des surrénales, d'hypophyse, qui peuvent expliquer, ou des prises de poids, ou de façon plus insidieuse d'ailleurs, des résistances à la perte de poids. Des facteurs médicamenteux. On peut traiter les gens avec un certain nombre de médicaments pour d'autres maladies, dont malheureusement dans les effets secondaires, on sait que ça fait prendre du poids. Des corticoïdes, certains antidépresseurs, certains neuroleptiques, des traitements pour le VIH par exemple. J'en passe et des meilleurs. La liste, elle est assez longue. Mais c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que autour de cette maladie qu'on appelle l'obésité, en fait, vous avez un nuage, une nuée de facteurs à son origine, qui sont différents d'une personne à l'autre, qui peuvent arriver à des moments différents dans la vie. On peut avoir un choc affectif ou dans l'enfance, puis avoir une grossesse, puis faire une dépression, avoir un problème thyroïdien. Vous voyez que ce sont des moments différents, et les choses peuvent s'interpénétrer ou se potentialiser, ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait que c'est assez compliqué à retracer dans l'histoire d'une vie. Arriver à voir qu'est-ce qui est déclencheur, qu'est-ce qui fait que ça se potentialise, et ainsi de suite. Mais c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que si c'est une maladie multifactorielle, les prises en charge adaptées sont forcément des approches globales déjà, avec des prises en charge pluridisciplinaires. C'est ça la raison du pourquoi. C'est pas une lubie, on s'est réveillé un matin en se disant tiens, si on faisait faire un tour de piste pour voir ce que ça donne. D'accord. Et là-dessus, on a beaucoup de recul, avec des études médicales sérieuses depuis plusieurs décennies, etc. Et c'est actuellement les seuls moyens concrètement efficaces pour arriver à casser la maladie. Je me réexplique quand je dis ça. Je simplifie un petit peu, mais ça revient à ça. Quand je dis casser la maladie en fait, c'est pas le poids. Le poids est un reflet de cette maladie qu'on peut mesurer, ainsi de suite. Mais de même qu'on peut avoir, je sais pas, des problèmes articulaires, de l'apnée du sommeil, des problèmes au niveau hépatique, et ainsi de suite. La maladie, en fait, c'est le mécanisme qui fait qu'on va prendre du poids. Et qui est terrible parce que plus on avance en âge, plus il est difficile de perdre du poids, mais alors toujours plus simple d'en prendre. Avec cette fameuse courbe qui a tendance à remonter. Ces prises en charge pluridisciplinaires, leur but, c'est de stabiliser les gens, d'arrêter qu'ils continuent à prendre du poids. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que moi, je peux essayer de vous faire perdre du poids par quelque moyens que ce soit, si vous en reprenez derrière. On tourne en rond. Donc ça, cette notion, elle est absolument cruciale, si vous voulez aller loin. Ces prises en charge disciplinaires, leur but, je viens de vous le dire, est de stabiliser les gens. Mais il faut connaître aussi certaines limites de ces traitements. Et ça, c'est important, parce qu'on peut s'investir dans des prises en charge qui sont assez lourdes. On va avoir plusieurs spécialistes, etc. Enfin, ça prend du temps, c'est lourd à gérer. On veut bien s'investir au nom d'un résultat. Mais si les résultats, on se fait des fausses idées dessus, de temps en temps, et c'est ce qui arrive dans le domaine de l'obésité, on baisse les bras. C'est que malheureusement, ces prises en charge disciplinaires sur le long cours ne permettent pas ou peu de perdre beaucoup de poids. Et c'est là les limites. Et si je vous dis d'emblée, là, vous allez voir un médecin nutritionniste, une diététicienne, et qu'en moyenne, sur 20 ans, vous perdrez juste 5 kilos, vous serez stabilisé avec une perte d'à peu près 5 kilos, parce que peuvent donner les études. Là, je pense que vous allez me dire au revoir, on va s'arrêter là, globalement. Donc, il faut bien connaître les limites de ça et pourquoi on le fait. C'est pour stabiliser. Et c'est pour ça qu'en plus
de ces prises en charge disciplinaires, on rajoute d'autres traitements dont là le but est de changer les gens de catégorie, de les mettre à l'abri de l'évolution de leur obésité. Et c'est là où peuvent intervenir de la chirurgie pour de l'obésité morbide, des systèmes de ballon dans l'estomac, des systèmes de sonde, bref, on a différents traitements, différents outils, je dirais, mais qu'on adapte en fonction des problèmes des poids des gens. C'est pas la même chose de faire 180 kg ou de faire 100 kg. De faire 100 kg avec ou sans diabète. Et donc on doit adapter ces traitements. C'est bien pour ça que j'insiste là-dessus, la chirurgie n'est pas du tout le traitement de l'obésité, c'est un des traitements de l'obésité morbide. C'est totalement différent. Pour vous vous situez là-dedans, il y a une seule définition qui est assez simple à connaître, qui est l'indice de masse corporelle, l'IMC, le poids divisé par la taille au carré. Quand ça c'est supérieur à 25, c'est du surpoids, ce n'est pas une maladie. Quand c'est supérieur ou égal à 30, c'est de l'obésité, c'est la définition. Et quand c'est supérieur à 35 ou 40, je ne vais pas rentrer dans les détails, on y reviendra plus tard, c'est de l'obésité dite morbide. Petit terme pas très sympathique, morbide, qui ne veut pas dire mort, qui veut dire maladie. Globalement, il y a deux choses qui se passent à ce niveau-là. Quand on arrive dans l'obésité morbide, c'est là où chaque année passée compte pour son corps. Et c'est pour ça que plein de maladies peuvent arriver. Le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes au niveau du cœur, coronarien, au niveau du foie, les articulations, les poumons, les cancers. Il faut savoir que l'obésité est une maladie pourvoyeuse de cancer. Grand facteur de risque de cancer. Les gens ça l'ignorent la plupart du temps. On peut attraper un cancer malgré qu'on est gros. C'est pas attraper, mais c'est comme quelqu'un qui fume. C'est un très grand facteur de risque, ainsi de suite. Et c'est ça qu'on veut épargner, en particulier une jeune femme comme vous. C'est éviter d'arriver à ce stade-là, ou si ces maladies elles commencent à pointer dans le nez, arriver, dans la mesure du possible, à revenir en arrière. C'est un des buts des prises en charge. La deuxième chose qui arrive à ce stade-là d'obésité, qui est un petit peu compliqué, globalement, c'est là où l'obésité se met à résister, à s'autonomiser. Elle ne répond plus aux différents stimuli du corps. Et ça ne fonctionne plus normalement, entre guillemets. C'est pour ça que, par exemple, des patients qui souffrent d'obésité morbide à qui on fait faire, de façon totalement abusive d'ailleurs, des régimes drastiques, ils vont d'abord fondre leurs muscles avant de fondre la masse grasse. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. D'accord ? Il peut y avoir une résistance, il y a une coupure de communication entre le tissu adipeux, la masse grasse, et le reste du corps. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'arriver à quelque chose à ce stade-là, en tout cas juste par le côté diététique. Et voilà. C'est pour ça qu'actuellement, pour ce type de patients et ce type d'obésité, on a d'extrêmement efficace pour l'instant que la chirurgie. Un côté violent, etc. Mais pour l'instant, c'est le seul traitement qui soit assez efficace pour arriver à rechanger les gens de catégorie de poids de façon assez importante et repartir, je dirais, sur des bases saines et à nouveau avoir une régulation normale, entre guillemets. Et on arrive à récupérer le plus de choses à ce niveau-là. Est-ce que vous connaissez votre IMC pour vous situer là-dedans? Je crois que c'est 35, 36 jours. Vous êtes à un peu plus de 37, d'accord? On verra, parce que pour l'instant c'est juste un interrogatoire, on a besoin d'un certain nombre d'examens pour avancer là-dedans, de consultations et tout. Mais disons que à l'IMC où vous êtes, il n'est pas totalement aberrant de penser à de la chirurgie. D'accord? Vous auriez par exemple 32 d'IMC, je vous dirais non, on va s'en sortir, mais pas par la chirurgie. Là, c'est pas du tout complètement dingue de penser à la chirurgie. Maintenant, quand on parle de chirurgie, c'est vaste. En fait, en chirurgie, c'est comme si je vous dis voiture, il y a plein de marques. Et en chirurgie, il y a plein de types d'interventions différentes. Et si on avait une seule géniale, avec tous les avantages sans les inconvénients, on en ferait la même pour tout le monde. Il s'avère que non, elles ont toutes des avantages et des inconvénients différents. Donc ça, je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous le dire parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'examens pour vérifier si on va à la chirurgie, vérifier qu'on n'ait pas des contre-indications à certaines de ces interventions. Et s'il n'y a pas de contre-indication, trouver celle qui vous conviendra le mieux. Non seulement en termes de résultats, bien évidemment, mais après de confort de vie, d'effets secondaires potentiels et ainsi de suite. Les chirurgies, je pense que globalement, vous devez connaître l'anneau, la sleeve et le bypass. Maintenant, si je vous dis
diversion biopancréatique, SADIS, N-sleeve, etc. Là, je vous perds. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même différentes cartouches à notre ceinturon actuellement, mais le but c'est de sélectionner la meilleure. Ok? D'autant plus que vous êtes une jeune femme. Donc ça, c'est une discussion qu'on aura plus tard, parce que pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous faire ce jour. Moi, ce que je veux que vous fassiez et que vous voyez, en tout premier lieu, c'est un médecin nutritionniste. Ce médecin nutritionniste, c'est lui qui va compléter votre état de santé. C'est pas marqué sur votre front, ma thyroïde elle va bien, elle va pas bien, les hormones, le cœur, les reins, le foie, les poumons, enfin on a un certain nombre de choses quand même à les vérifier. Donc ça, c'est sa partie. D'accord, avec tous les bilans hormonaux, etc. Puis je vous ai dit, c'est une maladie qu'on a à vie. Donc, on a un suivi à vie. Ce médecin nutritionniste, avec la diététicienne, fera suivi à vie. Comme vous êtes habitué, comme une jeune femme, on vous a appris et éduqué, il faut voir un gynécologue régulièrement, une fois par an, on fait les check-ups, des choses comme ça, bah vous aurez un médecin nutritionniste à voir. Alors, le suivi, dans l'obésité, etc., c'est pas revenir tous les mois avec des prises de sang, ainsi de suite. Hein. C'est quand même beaucoup plus light. Mais se dire, c'est comme un fil guide, un fil conducteur, une ou deux fois par an, en fonction de ce qui arrive dans la vie, on revient voir son médecin nutritionniste, qui travaillera avec votre médecin traitant, avec qui on se mettra en rapport d'ailleurs pour travailler, parce que c'est lui qui vous connaît le mieux. Ok? Donc, médecin nutritionniste. Deuxième intervenant que je voudrais que vous voyez, une diététicienne. Alors, hein? Je vous explique un certain nombre de choses. Et moi, j'ai rien contre vous envoyer, au contraire. Le rôle d'une diététicienne, souvent on me demande quelle est la différence entre un médecin nutritionniste, une diététicienne, ainsi de suite. Les diététiciennes ne sont pas médecins, donc elles ne s'occupent pas de toute la partie bilan, examen, etc. Elles vont se focaliser sur l'alimentation, ce que vous mangez, en quantité, en qualité, et quels sont vos troubles du comportement alimentaire. Sachant qu'on en a tous globalement, mais quels sont les vôtres et ceux qui vous mettent dans le rouge. D'accord? J'en profite pour vous dire qu'en tout cas ici à l'EOCP, et je ne reviendrai plus là-dessus, en aucun cas on vous parlera de régime. Je pense que vous l'avez bien compris, les régimes font tous prendre du poids à terme. Mais on va vous apprendre l'équilibre. L'équilibre, c'est arriver à manger de tout. Alors on est sympa, mais on n'est pas des bisounours. Hein. Manger de tout, c'est pas tout, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. D'accord? On va vous apprendre également, si nécessaire, à déculpabiliser. Si vous voulez aller à un tête-à-tête au restaurant, c'est pas pour manger 2 feuilles de salade et un verre d'eau. D'accord? Donc on choisit, en pleine conscience, de se faire plaisir. Mais quand on revient à la maison, on gère. Et se faire plaisir, c'est pas tous les jours, ou plusieurs fois par jour. Arriver à trouver quelque chose qu'on arrive à